l'esclave et le salarié. La différence entre un salarié et un esclave est que le salarié est recruté sur sa propre demande par un employeur qui lui offre les meilleures conditions de prestation avec d'éventuels renforcements des capacités par des recyclages et autres primes de productivité qui le motivent à donner le maximum de lui-même. Puis à la fin du mois, peu importe qu'il soit excellent, moyen ou médiocre, on lui verse tout de même son salaire pour ses services rendus. Par contre, l'esclave, c'est celui qui est capturé contre sa volonté par un maître qui le fait trimer jusqu'à épuisement total. Il n'a droit ni au repos ni à l'échec. Personne ne lui apprend son métier ni ne renforce ses capacités par une quelconque formation professionnelle, mais on lui dit carrément de se débrouiller pour donner ce qu'on attend de lui. Finalement, lorsqu'il produit des richesses, son maître s'en accapare. Et pour l'en remercier, on le fouette. Prologue d'un ouvrage à paraître de paroles LP Mbengama. Bonjour. Nous voici revenir pour cette deuxième partie de la tribune intitulée Les Trois Nègres. Dans la première partie, nous avons vu comment a commencé la traite des Noirs, comment on est arrivé à prendre le noir pour remplacer les Indiens dans les plantations et quel a été le traitement infligé aux Noirs pour maintenir ces rapports de domination, pour asservir totalement le noir. Parce que je dis, l'esclavage, ce n'est pas que dans le fer qu'on porte entre les mains, mais c'est dans un état d'esprit, c'est l'acceptation de la servitude imposée. Il y a deux groupes de gens. Il y a ceux qui sont vraiment enchaînés, mais qui refusent cette condition. Ils luttent par tous les moyens et cherchent à s'affranchir, alors qu'il y a certaines personnes qui peuvent être libres. On peut même le sortir du cachot, ils vont, ils déambulent, le trouvent nulle part parce qu'ils n'ont pas de repère, ils retournent de leur propre gré au cachot. Cela veut dire que l'esclavage, c'est d'abord dans l'état d'esprit. On vous inflige, on vous impose une servitude, une condition de servitude. C'est la façon dont vous allez réagir qui déterminera si vous êtes esclave ou si vous ne l'êtes pas. Si vous acceptez cette condition, c'est que vous êtes esclave. Peu importe le chêne, on peut même vous déchaîner, on peut même vous enlever vos chaînes, vous serez toujours esclave parce que votre esprit est déjà esclavagisé, est déjà asservi. Mais on peut même vous mettre des chaînes, on peut vous enfermer dans un cachot. Si vous refusez, vous ne serez jamais esclave dans votre tête. Et ce sont ces genres de personnes qui donnent du casse-tête, un vrai casse-tête à leur bourreau. Maintenant, nous allons voir comment est-ce que ce mauvais traitement a fini par susciter trois réactions. Donc, principalement deux réactions. La troisième réaction, c'est juste une carte que le maître a jouée. Mais la vraie réaction, c'est entre les deux. Nous avons vu que le blanc, pour maintenir sa domination, pour confirmer sa domination sur le noir, le blanc qu'on a amené, on leur a dit, écoutez, vous êtes astreints, vous devez faire le travail de champ. Et vous allez travailler jusqu'à épuisement, sans réclamer ni refuser. Si vous réclamez quoi que ce soit, on vous frappe. Le blanc se dit, j'ai le pouvoir de vous frapper. J'ai le pouvoir de faire de vous tout ce que moi je veux et vous ne réagirez pas. Pire encore, la grande torture, ce n'était pas que la torture physique. On n'employait pas qu'à mort les esclaves. Mais la grande torture, c'est, vous savez, dans cette histoire, lorsqu'on a pris l'esclave, on a pris le noir qui était au départ libre chez lui. Il était mandingue, il était Mukongo, il était Mungala, il était Muluba, il était Muswahili, il était, je ne sais pas moi, Baoulé, il était, je ne sais pas moi, Wolof. Et on le prend à partir de là, il cessait d'être ce qu'il était. Il cessait d'être de sa tribu africaine. Ils devenaient tous, ils devenaient des nègres. Cela veut dire qu'on n'a pas fait un lavage d'esprit socio-culturel. Ça, c'est encore... c'est pas. D'abord, lorsqu'on vous fait un lavage d'esprit socio-culturel, c'est qu'on vous a infligé une grande blessure. On vous a fait vraiment du mal. C'est un crime contre l'humanité. Mais on est allé plus loin. Moi, je dis et je maintiens, je persiste et signe qu'au noir,
on a pratiqué ce qu'on appelle le formatage identitaire. Je vais l'expliquer avec ces exemples. Et ce sont des faits pratiques. Lorsqu'on vous prend, je reviens toujours à notre famille, puisque c'est ça notre famille modèle. Papa, maman et 2 enfants, un garçon et une fille. Dès qu'ils traversent là-bas, la première des choses, on les sépare. C'est qu'on a dissous leur famille originelle. Or, chacun, la loi dit, toute personne a le droit d'avoir un papa et une maman. Toute personne a le droit de s'identifier à une communauté, à une famille. Or, le noyau de toute communauté, c'est la famille. On vous dissout. Donc, on vous fait perdre d'abord vos racines. On vous fait perdre vos liens biologiques. Donc, vous devenez comme des gens n'ayant pas de père, n'ayant pas de mère. Voyez un peu, alors qu'ils existent. Deuxièmement, essayez un peu de vous rendre compte que dès qu'ils arrivent, vous vous appelez, je prends un exemple, puisque je vais citer les 4 noms provenant de nos 4 aires linguistiques. Le papa s'appelle Buhendwa. La maman s'appelle Mujinga. Le fils aîné s'appelle Maboso. Et la fille s'appelle Makengo. Ils ont Buhendwa, Mujinga, Maboso et Makengo. Dès qu'on les amène, si on les laissait porter ces noms, ils sauront que ce sont des Makengo, ils sont Buhendwa, Mujinga, Maboso. Ils vont transmettre ces noms à leurs enfants. Et parfois dans la famille, souvent il arrive que vous faites un enfant mâle, vous lui donnez le nom de votre papa. Vous faites une enfant femelle, vous lui donnez le nom de votre maman ou de votre soeur. Et ça arrivera qu'au fur et à mesure que les familles vont se multiplier, au fil des générations, le même nom circulera. Même ceux qui viendront après la 20e génération, ils sauront que non, nous sommes les Maboso, parce que notre ancêtre qu'on a amené ici en Amérique s'appelait Maboso. Nous sommes les Mujinga, parce que notre ancêtre qu'on a amené s'appelait Mujinga. Nous sommes Makengo. Et qu'est-ce qu'on dit? Désormais aux Noirs, on leur interdit de répondre à ces noms. Et pour assurer la domination, comme je dis, le maître blanc voulait assez que le noir ne désobéisse même pas une seconde. Il lui dit, écoute, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus Mujinga, tu n'es plus Makengo, tu n'es plus Buhendwa, tu n'es plus Maboso. Désormais, tu es Pedro, désormais, tu es Erickson, désormais, tu t'appelles Dupont, désormais, tu t'appelles Juan. Excusez-moi, le monsieur là, le journaliste, je l'aime beaucoup. Pourquoi il est arrivé comme ça? Juan Marcos. Tu t'appelles Juan Marcos. Désormais, tu t'appelles ceci, tu t'appelles cela. On a simplement voulu effacer une première partie de l'identité personnelle qui consiste à porter un nom. Parce que nous sommes identifiés en fonction, à raison de nom que nous portons. Tu t'appelles Soumaïli, par exemple. Et quand on parle Soumaïli, c'est votre image qui revient à la tête. Quand on dit Kabongo, c'est l'image d'un Kabongo que vous connaissez qui revient à la tête. Mais dès qu'on vous a changé de nom, là, vous vous sentez perdu. De deux, on leur interdit de parler leur langue. Désormais, vous ne parlez pas le Kikongo, on vous a attrapé, vous parlez Kikongo, le Lingala, le Chiluba, le Swahili, oubliez. Lorsqu'on vous entend parler le Chiluba, le Lingala, le Swahili, c'est que vous aurez des problèmes sérieux. On va vous infliger le pire des châtiments. Et je vous rappelle encore, la façon pour graver la peur dans la tête du noir, c'est qu'on le châtiait plus pire que l'animal. La punition, le traitement qu'on infligeait à l'animal était, je pourrais dire, doux. Le traitement qu'on infligeait aux noirs, qu'on voulait complètement maintenir dans l'esclavage, était plus rigoureux. Ça frisait la mort. Hein? Donc, ça passait juste à côté de la mort. Donc, on lui infligeait un traitement le plus inhumain qui existe, simplement pour qu'il change, qu'il ne parle pas la langue de son origine, la langue d'Afrique. Désormais, si vous étiez un esclave amené au Brésil, vous deviez parler portugais. Si vous étiez un esclave amené au Nicaragua ou au Panama, je ne sais pas dans quelle région, vous devez parler espagnol. Si vous étiez un esclave amené en Guadeloupe, en Jamaïque, en Guadeloupe, en Martinique, en Haïti, vous deviez parler français.
Si vous étiez en Espagne amené dans les West Indies et en Amérique, vous devez parler l'anglais. Et là, nous ouvrons une petite parenthèse. Et vous savez, lorsque vous imposez une langue à quelqu'un qui est déjà habitué à parler sa langue maternelle, il ne la simule pas totalement. Il y a toujours des déformations, il y a toujours des altérations, des déformations des sens, des déformations de prononciation. C'est ce qui a produit les nouvelles variantes des langues que nous avons. À force de parler français, les Africains ont fini par parler créole. Ils ne parlaient pas français tellement comme les Blancs, ils ne parlaient pas l'anglais tellement comme les Blancs, mais ils parlaient des langues un peu intermédiaires, ce qui fait que le portugais du Brésil est toujours différent du portugais du Portugal. L'espagnol qui se parle dans le Venezuela et consort, même lorsque vous écoutez Celia Cruz, vous écoutez les chansons de Julio Iglesias, vous allez voir qu'ils chantaient tous les deux en portugais, mais il y avait quand même certaines différences, même si je ne comprends pas l'espagnol, excusez-moi. Mais il y avait quand même, l'espagnol de Celia Cruz était un peu africanisé, un peu légèrement africanisé. C'est comme le portugais du Brésil. Et vous comprenez, la langue qui se parlait à Harlem, l'anglais qui se parlait à la Nouvelle-Orléans, au Nouvelle-Orléans, ou à Baton Rouge à Mississippi, la langue des Noirs, c'est l'autre langue. Et l'English for Africa, c'est différent de l'English britannique. Même l'anglais américain, c'est différent de l'anglais britannique, simplement parce que là, l'anglais américain a subi l'influence des Noirs, l'influence des Indiens et d'autres peuples, de sorte à le rendre différent de l'anglais britannique. Et l'anglais jamaïcain, c'est un idiome. Ce n'est pas vraiment de l'anglais pur pur. N'écoutez pas les chansons de Bob Marley. Les chansons de Bob Marley, on faisait tout pour qu'il les chante en anglais pur. Mais écoutez maintenant les interviews de Bob Marley, vous allez savoir que c'était une autre langue. Ce n'était pas l'anglais pur pur. C'était un anglais comme les rap américains, les rappeurs américains. Ils ne parlent pas l'anglais pur. C'est à force d'imposer une langue aux autres. Parenthèse fermée. Et troisièmement, on leur interdisait de pratiquer le culte qu'ils pratiquaient en Afrique. Vous allez dire, moi je suis chrétien. Moi, je ne peux pas, je n'encourage personne à aller pratiquer de l'occultisme, non. À aller faire de l'idolâtrie, non. Ici, je parle sur le fait historique. Est-ce que le blanc qui a interdit aux Noirs de pratiquer leur culte d'Afrique, qui leur ont imposé, si vous étiez un esclave du Portugal ou de Nicaragua, dans des colonies espagnoles et portugaises, on leur a imposé de parler, d'être catholique. Si vous étiez un Français, dans les colonies françaises, dans les Caraïbes, les Antilles, on le faisait soit devenir principalement catholique ou peut-être protestant parce qu'il y avait des huguenots là-bas. Ou si vous étiez en Amérique, on leur imposait la religion protestante, souvent baptiste. Est-ce que c'était pour leur montrer le Christ? Si c'était pour leur montrer le Christ, quoi d'anormal? C'était bon, ils leur ont montré la lumière. Mais il y avait plus beaucoup d'autres idées dans la tête. Parce que ceux qui ont amené le Christ aux gens, ceux qui ont amené la Bible, ne pouvaient pas se comporter en négrier. C'était des commerçants, c'était des dominateurs. Voilà la raison pour laquelle on a interdit, on a tout fait pour que les Africains changent ces trois choses fondamentales. C'était d'abord pour formater leur identité. Il fallait transformer l'homme. De l'homme libre et africain qu'il était, on l'a capturé. Il fallait directement procéder à tout un ensemble de choses pour transformer cet homme africain en esclave totalement. C'est différent. Nègre, africain et esclave, la peau reste la même, le physique reste le même, c'est l'homme biologique, l'homme physique, mais dans l'état d'esprit, c'est deux personnes différentes. Pourquoi on a changé de nom? Parce qu'on savait très bien qu'au bout du compte, les Africains finiront toujours par se libérer et retrouver leurs origines, comme les Juifs. J'ouvre une parenthèse. Les Juifs ont subi la persécution romaine. Du fait jusqu'à ce qu'en l'an 70, l'an 70, nous étions en pleine Antiquité,
Le général romain Titus est venu détruire Jérusalem. Il a détruit le temple de Jérusalem et le Rome a intimé l'ordre, a décrété que les Israélites, les Juifs devaient quitter Jérusalem. Ils se sont retranchés et c'était le début de la diaspora. Nous connaissons qu'avec l'empereur Trajan, on a déclaré cette partie-là Palestine. On l'a dans les années 100, 120, quelque chose comme ça. On a déclaré cette partie Palestine. Et pour effacer les traces, on a fini par changer le nom. Ce n'était plus la Judée, mais on l'appelait Palestine. Et c'est parti de là. Les Juifs ont déambulé dans le monde. Ils ont connu toutes sortes de ravages. Ils ont connu toutes sortes de difficultés. Finalement, qu'est-ce qui est arrivé? Il s'est avéré que, après avoir connu les génocides et consorts, en 1947, on a voté des lois pour que les Juifs reviennent à la maison. Les Juifs sont revenus à la maison. Mais pourquoi les Juifs ont fini par revenir à la maison? C'est simplement parce que ils avaient conservé des liens avec leur passé. Donc ce n'étaient pas des gens qui avaient perdu leurs racines. Excusez-moi, pourquoi je sais un peu. Vous savez, nous sommes à Kinshasa. Vous remarquez que le courant n'est pas permanent. Il y a eu coupure d'électricité. Voilà pourquoi tout est devenu noir. J'étais obligé d'allumer une torche. Et c'est ça, parenthèse fermée, pour voir dans quelles conditions nous vivons dans notre ville. Les Juifs avaient conservé leurs racines. Ce qui faisait que là, partout où ils allaient, ils avaient le droit de porter leur nom, ils avaient le droit de pratiquer leur culte, leur religion, le judaïsme, ils avaient le droit de lire leurs textes sacrés, le Talmud, ils avaient toujours des liens, même s'ils étaient en exil, même s'ils étaient pendant la diaspora, ils maintenaient des liens avec leur passé. Ce qui fait que lorsqu'on leur a donné le temps, après 18 siècles, de l'an 70 en l'an 47, c'était 18 siècles à peu près. 18 siècles, c'est combien de générations? Quand on compte une génération pour 30 années, maintenant 1800 ans divisé par 30, vous trouvez combien? C'est à peu près 60 générations. 60 générations. Après 60 générations, mais au bout de 4-5 générations, on oublie. Nous, nous, Africains qui sommes là, si on nous demande de citer nos arrière-grands-parents jusqu'au 6e niveau, peut-être on ne saura pas. Moi, je peux vous citer le nom de mon père, le nom de mon grand-père, le nom de mon arrière-grand-père, et peut-être l'arrière-arrière-grand-père, c'est lui qui a donné naissance à mon arrière-grand-père. Je m'arrête au niveau de la 3e ou 4e génération. Mais les Juifs pouvaient retrouver leurs traces après 60 générations, simplement parce qu'ils gardaient un contact. Il y a des Juifs qui, jusqu'aujourd'hui, même à l'exil, s'appelaient Moche, ils s'appelaient Yakuba, Jacobus, ils s'appelaient Yehoshua, on leur a donné le nom parce qu'à partir de leur nom, ils comprenaient que nous sommes des Juifs. On leur a permis de parler leur langue, même si c'était une langue qui avait subi les influences. Vous savez, la langue subit toujours les influences du milieu où on se trouve. Mais le yiddish, c'était quand même une langue parlée par les Juifs. On leur permettait de fréquenter les synagogues, de lire le Talmud, de lire la Torah. Donc cela veut dire qu'il n'y avait absolument rien qui pouvait empêcher à ce que les Juifs soient hors contact de leurs racines. Et quand le moment était venu de retourner dans la terre de leurs ancêtres, ils n'ont pas eu de difficultés parce qu'ils savaient ce qu'ils étaient. Mais qu'est-ce qu'on a fait aux Africains? On vous a dit, premièrement, on vous prend en Afrique. Déjà, la géographie des Africains n'était pas très connue. Les Africains ne connaissaient que leur village. Ils ne savaient même pas qu'ils appartenaient à un grand royaume. Peut-être qu'ils savaient, bon, non, nous appartenons au royaume du Ghana, nous appartenons à l'Empire du Mali, et c'est tout. Nous appartenons au royaume Congo, c'est tout. Mais lorsqu'on les amène là-bas, on leur donne des noms qui ne sont pas africains. Premièrement, ils perdent la racine. On leur dit de ne pas parler la langue africaine. Ils perdent la racine linguistique. Premièrement, ils ont perdu la racine nominale, la racine un peu identitaire, la racine de nom. Ils ont perdu la racine linguistique. Et puis,
on leur dit ne pratiquez plus les cultes que vous pratiquez en Afrique. Ils ont perdu la racine culturelle ou la racine religieuse. C'est pour quelle raison? C'est pour que, au bout du compte, lorsque les Africains seront libres, qu'ils ne puissent plus retrouver les traces de leur route. Il y a un proverbe africain qui dit, si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Les Africains, lorsqu'on les a complètement formatés, on a formaté leur identité, ils ne savaient même plus où ils allaient. Ils naviguent maintenant à vue. Ils naviguent dans tout le courant, ils n'ont pas de repères. Aujourd'hui, un Chinois qui agit, il regarde derrière, il voit Confucius, il regarde devant, il voit là la direction où Mao les a montrés, et puis il dit, bon, nous allons dans telle direction parce que nous sommes des Chinois. Les Européens aussi la même chose. Ils regardent en arrière, ils voient des cartes, ils regardent en avant, ils voient là où Bill Gates veut les amener avec l'informatique, ils disent nous allons comme ça. Mais les Africains qui sont en Europe, en Amérique, les Noirs, souvent ils sont perdus. Ils chantent leur révolte. Le rap, c'est Revolution for African People. Ce n'est pas gratuit. C'est que ces gens se sentent révoltés parce qu'ils ont perdu des racines. Aujourd'hui, un Noir américain, lorsque on leur avait permis de garder tout ce qu'ils avaient, ils pouvaient retrouver leurs racines en Afrique, même s'ils ne venaient pas pour habiter en Afrique, parce que l'Afrique aujourd'hui c'est l'enfer, mais c'est mieux quand même de savoir qui on est, d'où l'on vient. C'est le cadeau le plus élémentaire qu'on puisse donner à quelqu'un. Lorsqu'on vous enlève ça, c'est qu'on vous a infligé le plus grand mal. Un Noir américain, il pouvait dire, bon, dans ce cas, moi, essayez un peu de vous rendre compte que le culte qu'ils font, je ne suis pas là pour faire la promotion, mais c'est pour des raisons d'historique, c'est pour expliquer le contexte. Lorsque, dans leur village, ils avaient l'habitude d'induire l'huile sur le visage en se réveillant, c'était une forme de culte qu'ils faisaient. Quand ils se réveillent, leur culte, leur rituel, c'était de mettre de l'huile sur le visage. C'était leur rituel. On vous dit, ne faites plus ça, vous devenez chrétien et bon, ça va, c'est pas grave. Mais un Africain qui voulait retrouver ses racines, il pouvait dire, bon, dans ce cas, moi, je parle le Kikongo, par exemple. Je parle Kikongo. Je rentre en Afrique pour demander dans quelle région d'Afrique où on parle Kikongo. On allait lui dire que le Kikongo est parlé en RDC, au Congo-Brazzaville et en Angola. Déjà, il s'est circonscrit dans la partie de l'embouchure du fleuve Congo, en Afrique centrale un peu. Là, il cesse, vous voyez, la recherche se mène par élimination et élimination. Directement, il élimine l'Afrique de l'Ouest, il élimine l'Afrique du Sud, l'Afrique australe, il élimine l'Afrique de l'Est, il se concentre en Afrique centrale. Déjà, ça lui permet de mener ses recherches dans un lieu précis. Deuxièmement, il se demande dans quelle partie de l'Afrique centrale où le gens s'appelle Makengo. On peut lui dire, bon, c'est un peu partout, je donne un exemple, on lui dit, mais c'est en RDC. En RDC, généralement, dans la province du Congo central, dans la province du Kwilu et dans la province du Kwango. Directement, il élimine, parce qu'il était en RDC, Congo, Brazzaville, Angola, il élimine même les autres, il élimine le Congo, Brazza, il élimine l'Angola, il élimine les autres parties, le Kasaï, l'Équateur, le Kivu, il élimine, il se concentre dans les 3 provinces. Voilà, ces recherches deviennent de plus en plus précises. Et le troisième élément, il peut demander, parce que c'est supposé que les autres qui sont restés continuent de pratiquer, même si tout le monde est devenu chrétien en Afrique, mais il y a encore ceux qui conservent les traditions ancestrales. Et il dit, dans quelle partie de ces 3 provinces, les gens enduisent l'huile sur le visage en se réveillant. Et on lui dit, oh, c'est dans tel village. Et quand tu le reviens, par chance, vous savez, le son, c'est le son, hein? Celui qui porte votre son, même par télépathie, parfois ça finit par communiquer. Il arrive, il trouvera que, ah, exactement, vous faites exactement comme mon père m'a montré. Vous faites exactement comme ma grand-mère m'a montré. Il retrouve ses racines. Même si ce n'est pas pour revenir. Obama, c'est un Kenyan américain qui a grandi aux États-Unis. Mais puisqu'il connaissait ses racines, avant même de devenir président, il était revenu au Kenya pour rencontrer sa grand-mère. Et c'était pour lui un soulagement. Mais pourquoi?
Là encore, nous revenons à cette histoire des métis. Obama, pourquoi on ne l'appelle pas blanc? Parce que sa mère est blanche. Pourquoi tous les Américains noirs qui sont métis, on ne les appelle pas des blancs ou des blanches? On les appelle les noirs, c'était une question de rejet. Obama, même qu'il est devenu président, il a subi le rejet. Parce qu'on pouvait aussi l'appeler blanc. Parce qu'il a aussi le sang, il a 50% du sang noir, 50% du sang blanc. Mais pourquoi on l'appelle noir? Pourquoi pas blanc? Parenthèse fermée. Voyez, tout cela, on a tout fait pour que les Africains ne puissent pas avoir retrouver leurs racines. Et c'était le crime le plus odieux, de ne pas savoir d'où nous venons. Aujourd'hui, si nous lisons l'histoire, qui peut aujourd'hui se prévaloir dire que je suis un ressortissant de l'Empire babylonien? Qui peut dire que je suis un Médo-Perse? Sur le plan géographique, on sait que Babylone c'était à l'Irak, Médo-Perse c'était l'Iran. Mais ceux qui habitent l'Iran aujourd'hui sont des musulmans, ce sont des chiites, ce ne sont pas des Médo-Perses. Ceux qui habitent l'Égypte aujourd'hui, Tiens Kata Diop dit que les Égyptiens étaient des Noirs. Ceux qui habitent l'Égypte aujourd'hui sont des musulmans qui sont venus à la conquête, parce que lorsqu'il y a eu la conquête musulmane, on est venu balayer tout le peuple qui habitait les anciens territoires. Pourquoi tous ces gens ont fini? Qui sont les ressortissants du royaume des Lydie qui se trouvait en Asie mineure? Qui sont les ressortissants de tout le royaume qu'on a créé, les Visigoths, les Ostrogoths, qui sont-ils? Aujourd'hui, ils sont noyés. Personne ne peut dire avec exactitude que c'est un vandale, c'est un ceci, c'est un cela. Parce qu'ils ont perdu leurs racines. Mais les Juifs ont retrouvé leurs racines parce que les Juifs, c'est un peuple ingénieux qui savait conserver son droit. Et puis, ils sont tombés dans une terre qui leur a permis de conserver leurs traces. Mais les Africains, on leur a pas permis de conserver leurs traces. À tout cela, voyez l'acculturation qu'on a imposée à l'homme noir a ajouté les brimades. Ce qui a fait que là, l'Africain est devenu complètement couché. C'est un sujet, c'est un objet. Cela a fini par convaincre l'Africain. La plupart des Africains ont fini par être convaincus que c'est dans l'ordre naturel des choses. Ils sont créés pour être esclaves. Ils n'ont pas le droit de désobéir à leurs maîtres blancs. Leurs maîtres blancs sont des dieux. Et tout ce qu'ils ont à faire, c'est de leur obéir. Même si on leur inflige des châtiments, c'est Dieu qui a voulu. Et que le monde est fait comme ça, ils doivent accepter. Ce sont des gens qui sont complètement couchés. Ils ne peuvent même pas dire non. Tout ce qu'ils disent, c'est oui, monsieur, oui, maître, oui, maître. Même si le maître lui dit, il est 3 heures du matin, il dormait, il dit, réveille-toi. Parcours 400 km pour aller me chercher un seau d'eau, il fera. Lorsque le maître blanc lui dit, prends ton enfant, coupe-lui la tête, il le fera. Lorsque le maître blanc vient prendre sa femme devant ses yeux, devant son nez, à sa barbe, l'Africain ne bronchera pas. Il accepte. Il a une obéissance aveugle, une obéissance totale, une soumission maladive, une soumission automatique. Les rapports de force sont déjà établis. Lui, il est en bas, il est fait pour l'écrasement et il accepte l'écrasement. Il accepte les chaînes. Tout ce qu'il fait, il obéit tout pour qu'il ne soit pas encore puni. S'est accommodé à ces 10 coups de fouet qu'il reçoit chaque jour. Il ne se révolte pas parce que s'il se révolte, le maître va lui infliger 15 coups. Donc, il trouve que 10 coups de fouet, c'est déjà gentil, c'est sympa et que c'est comme ça la vie. Et ces gens qui ont complètement obéi, qui ne constituent plus un problème, ce sont des gens qui travaillent durement. Ils ne sont même pas payés parce qu'il fallait mentionner, l'esclave n'était pas payé. Ils sont là, tout ce qu'ils produisent, c'est pour le maître. Si le maître est gentil, il leur donne des coups de fouet simplement pour le remercier et ils acceptent et disent que Dieu a voulu. Ces gens de catégories de nègres qui se sont complètement soumis, on les appelle de bons vieux nègres. Les bons vieux nègres sont des gens complètement effacés, des gens qui obéissent à tout ce que dit le maître, des gens qui ne posent aucun problème au maître et des gens qui sont là pour exécuter tous les ordres du maître. Ils ne vont pas se rebeller, ils sont créés pour servir le maître blanc, ils sont créés pour leur rendre riches, pour les rendre riches, ils sont créés pour se coucher totalement. Mais dans le groupe, puisqu'il y avait, si
vous avez 100% dans l'étable. Moi, j'ai dit étable parce que là, ce n'était pas un domaine, ce n'était pas une plantation. C'était une étable, c'était un étable, excusez-moi. Un étable, là où on trouvait les nègres, là où on trouvait les esclaves. Ce sont des objets, ce sont des bêtes. Dans l'étable, on peut trouver 100 esclaves. Il y a 90, 90 qui sont complètement couchés, ce sont le bon vieux nègre. Mais on pouvait trouver 10 esclaves qui étaient contestataires, qui ne voulaient pas, qui n'acceptaient pas cette autorité mal établie, qui ne voulaient pas obéir. C'était des gens qui se rébellaient. C'était des gens, parfois, lorsqu'ils trouvaient l'occasion, ils fuyaient. Lorsqu'ils trouvaient l'occasion, ils sabotaient même les récoltes. Ils pouvaient empoisonner les bêtes pour que le maître blanc perde. Ils pouvaient brûler le champ. Parfois, ils s'enfuyaient. Ils se rebellaient complètement. Ils ne voulaient pas accepter. Dans leur philosophie, ils disaient, ce n'est pas dans l'ordre des choses. Dieu ne nous a pas créés esclaves. Dieu nous a créés libres. Et nous sommes des êtres humains comme les blancs. Comme le blanc n'aime pas qu'on les réduise à l'esclavage, nous aussi, nous n'avons pas le droit d'être réduits en esclavage. Comme le blanc travaille à leur compte, nous aussi, nous avons besoin de travailler à leur compte, à notre compte. Si nous voulons travailler au compte de blanc, il faut qu'ils nous payent en retour. Mais si nous n'avons rien fait, comme il pleut au blanc, s'il veut nous fouetter, il nous fouette. S'il veut nous prendre par la force, il nous prenne par la force. Ça, on ne veut pas. Nous ne sommes pas là pour coucher. Nous nous soulevons, nous n'obéissons pas. Et ce sont des gens qui fuguaient. Et lorsqu'ils prenaient le temps, ils fuyaient. Et ces gens qui se rebellaient là, on les appelait de nègres marrons. Quand ils fuyaient, ils marronnaient. Ils commençaient à tenir tête aux blancs. Ce qui faisait qu'ils trouvaient l'occasion, ils pouvaient même tuer le blanc. Donc c'était des gens qui menaient la guerre. C'était comme chez nous on dit à Kinshasa, méchant, méchant. Oti, toti. C'était comme des rebelles, des révolutionnaires. Et généralement, il faut quand même dire, ce marronner, il y avait un prix à payer. Hein? Ce n'était pas facile, mes chers amis. Se marronner, ce n'était pas facile. Devenir un nègre marron, ce n'était pas facile. Premièrement, quelle était la difficulté de nègre? Le bon vieux nègre qui restait là, il disait, mais tout de même, même si on est brimé, on est maltraité, mais nous dormons quand même dans des cases. Même s'ils dormaient sur la paille, mais ils dormaient quand même dans les cases. Le maître assurait leur nourriture. Parfois, s'ils tombaient malades, si le maître jugeait qu'ils étaient encore nécessaires, qu'ils pouvaient produire, il les soignait. Bon, s'il trouvait que c'était un vieux, il peut crever, bon, il crève. De toute façon, on allait l'enterrer. Mais les nègres marrons, quand ils fouillaient, ils ne vivaient pas dans des maisons. Ils prenaient la route et ils vivaient dans des endroits un peu difficiles. En forêt, là où il n'y avait pas de maison. Souvent, c'était des terrains marécageux. Vous vous perdez dans la forêt, à la menace des crocodiles et des alligators, donc des alligators et des caïmans, les serpents, les insectes qui pouvaient vous piquer. Ce n'était pas facile de trouver de la nourriture. Et on n'osait pas trop s'aventurer loin. Il fouillait parfois, les nègres marrons qui fouillaient, ils venaient retrouver un petit groupe de nègres marrons qui menaient une vie de bohème comme ça et qui vivaient au qui-vive. Ils étaient dans le qui-vive à tout moment. Parce que, après, le maître blanc envoyait toute une expédition militaire pour venir les chercher, les capturer. Ils vivaient constamment sous la menace. Mais pour eux, ils disaient que c'était mieux de vivre comme ça. Ils étaient quand même libres. Ils n'étaient pas sous la coupe de quelqu'un que de revenir, aller vivre dans des conditions inhumaines. Et ouvrons une autre parenthèse pour expliquer. Quand le maître blanc organisait toute une expédition pour aller chercher, vous avez 100 esclaves. Un seul s'est enfoui, vous mobilisez toute une armée. Vous prenez des chiens et parfois d'autres nègres, de beaux vieux nègres qui sont complètement à votre solde. Vous vous lancez à la poursuite d'un seul esclave qui a fui ou d'une seule esclave qui a fui. C'est quoi? Vous allez dire que c'est de l'évangile, la Bible aussi le dit. Lorsque une brebis s'égare, le maître, le berger abandonne le troupeau, va chercher la brebis égarée. Non, 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 ce n'est pas ça. Ça, c'était pour sauver les âmes. Mais le maître organisait cette expédition, ce n'était pas pour sauver cette âme qui était perdue, non. Il voulait démontrer sa suprématie.
Et si par aventure, on capturait l'esclave qui avait fui, on le ramenait à l'étable, dans la plantation, ou à la ferme, si on peut dire, parce que c'était des animaux. Ou alors on trouvait un nègre qui s'opposait, qui commençait à montrer les signes de rébellion et qui risquait d'influencer les autres. Parce que le nègre marron, il faut dire, il devenait des modèles. Hein. Et il recrutait il prêchait par la parole, il prêchait par les actes aussi, il recrutait. Il y a certains beaux vieux nègres qui commençaient à dire, oh mais non, mais nous sommes des lâches, lui c'est encouragé, il faut faire comme lui. Il recrutait comme ça. Et pour essayer de détruire son image, pour lui donner une bonne leçon, quand on récupérait un nègre comme ça, on le marquait au fer rouge. Soit on lui coupait une partie du corps, c'était le pied, la main et consort. C'était juste, et puis on le fouettait. Ça, c'était la première punition qu'on leur infligeait. La deuxième punition, on appliquait la punition, la leçon, les enseignements de Willie Lynch. J'ouvre la parenthèse. Qui était Willie Lynch? Willie Lynch était aussi un propriétaire d'esclaves. Mais lui, c'était dans les Indes britanniques. Donc, vous voyez les îles du Caraïbe qui appartenaient à l'Angleterre. Il y en a encore des îles qui appartiennent à l'Angleterre là-bas. Il était tellement cruel et tellement féroce qu'il s'était distingué dans sa manière de maîtriser les esclaves noirs. Et il parcourait toutes les colonies d'Amérique pour enseigner sa méthode. Willie Lynch disait ceci. Prenez le nègre le plus contestataire, donc cela veut dire le nègre marron. Déshabillez-le devant tous les autres nègres de la plantation. Ou moi je dis de l'étable, parce que c'était des bêtes. Ils étaient pris pour des bêtes. Hommes, femmes, jeunes et vieux, tout déshabillez-le. Premièrement, on ne peut pas déshabiller un homme devant une femme qui n'est pas son épouse. C'est immoral. Et c'est contre la dignité humaine. De même, puisque les nègres marrons, il y avait aussi des négresses marronnes, on ne peut pas déshabiller une femme devant des hommes qui ne sont pas ses époux. Ça, c'est immoral. Mais on le fait. Mais avec Willie Lynch, la loi de Willie Lynch l'autorisait. Déshabillez-le. Fouettez-le. Et le fouet à l'époque, nous sommes Congolais, on connaît le fouet de Bakanja. Et le fouet colonial, c'est qu'on appelait le fameux Fimbo Ngoubou, la peau de l'hippopotame. Et le fouet du maître blanc n'était pas sympathique non plus. Hein. Après l'avoir fouetté, il fallait qu'il crie, qu'il soit démystifié, que les gens trouvent que leur héros commence à pleurer comme un enfant. Mettez-lui du goudron. Après l'avoir fouetté, on lui met du goudron. Mettez-lui des plumes. Et après avoir mis des plumes, attachez-lui les jambes. Que chaque jambe soit attachée à une corde et que la corde soit attachée à un cheval. Donc on a lui attaché les jambes avec des cordes et les cordes étaient attachées à deux chevaux dirigés dans le sens opposé. Cela veut dire que un cheval est dirigé vers le nord, un autre dirigé vers le sud ou peut-être vers l'ouest ou l'est. Mettez du feu. On a pris le nègre marron, on l'a déshabillé devant tout le monde. C'est d'abord la première humiliation devant les hommes, les femmes, les enfants. Il avait peut-être des frères ou c'était peut-être un père de famille. On le déshabille même devant ses propres enfants, ses filles, ses enfants. Ou si c'est une maman, on la déshabille devant ses fils. Et ses fils n'ont pas le droit de regarder ailleurs, ils doivent regarder. Voilà la torture morale qu'on faisait même à ceux qui n'avaient pas fait du mal. Et on le déshabille, on le fouette. Vous voyez votre papa en train de se vautrer par terre, de pleurer. Votre héros, celui que vous prenez pour un modèle de courage, est en train de pleurer. C'est simplement pour être désacralisé. Ensuite, on lui met du goudron. Vous savez dans quel état on devient lorsqu'on vous met du goudron dans tout le corps. On vous emplume, vous devenez comme un oiseau. Et on y met du feu. Vous voyez, le goudron, c'est un dérivé de produits pétroliers. Lorsqu'on vous met du goudron, c'est que ça joue l'effet du pétrole. Les plumes aussi, c'est incandescent. C'est pour permettre à ce que vous brûlez. Et ça ne s'arrête pas là. On fouette maintenant les chevaux pour que vous fouillez. Les chevaux fouillent dans deux directions.
Les résultats, c'est quoi? Vous serez démembré, vous serez écartelé. Écartelé, c'est quoi? C'est être déchiré. Faites l'expérience. Tenez un pain, que deux personnes tiennent un pain et que chacun tire d'un côté. Vous allez voir le pain va se déchirer. Prenez un morceau de papier, une feuille de papier, faites la même chose. Donc, vous serez déchiré, vous serez déchiqueté. Et il dit, ça ne finit pas. Fouettez jusqu'au son tous les nègres mâles ayant assisté à ce spectacle. Ils appellent ça spectacle. Donc, après avoir fait cela, c'était pour montrer d'abord aux nègres marrons que tu croyais que tu étais égal à nous. Voilà, on t'a réduit à ta plus simple expression. Tu croyais fuir parce que tu croyais devenir libre en fuyant. Voilà, on t'a capturé. Tu es toujours esclave. Et aux autres nègres, c'était, voyez votre héros, hein? Vous l'appelez héros, non? Voyez ce qu'on a fait de lui. Et on fouette ces gens, tous les nègres mâles, Willie Lynch dit fouettez-le jusqu'au sang. Donc cela veut dire on vous fouette jusqu'à ce que vous allez saigner. Si vous ne saignez pas, on ne vous laisse pas. Alors que vous n'avez pas fui. Alors que vous vous êtes totalement couché. Simplement c'était pour démontrer que vous êtes des nègres. Que vous soyez fautif ou pas, on vous infligera le traitement que l'on veut. Et Willie Lynch dit pourquoi? Gravez la peur des dieux dans leur tête. Willie Lynch dit laissez-leur, ne les tuez pas, parce qu'ils vont servir à la reproduction. Vous savez, pour un négrier, pour un maître blanc, sa richesse, ce sont d'abord ses esclaves. Ils travaillent gratuitement, ils produisent énormément, et puis ils se multiplient. Donc, au fil des ans, le nombre d'esclaves se multiplie parce que ces esclaves, ils les croisent. Hein, parce que dans la philosophie, ils prenaient les nègres comme des animaux. Donc, les animaux, on les croise. Et quand il les croise, il se multiplie. C'est sa fortune. C'est tout bénéf pour lui. Hein. Ils produisent les produits agricoles. Ils se multiplient. Puisque les esclaves sont des bêtes, ils peuvent aussi les vendre. Donc, ne les tuez pas. Si vous tuez, c'est un manque à gagner. Non, laissez-le. Ils vont se reproduire. Ils vont te donner de l'argent. Mais laissez-leur leur corps. Prenez simplement leur esprit. Et voilà, nous revenons encore à ce que nous avons dit, l'esclavage mental de l'Africain, ces complexes d'infériorité, comment ça se fait qu'on a pris l'esprit des Africains. Donc, le blanc ne contrôle pas le corps de l'Africain, il contrôle l'esprit. Puisque c'est l'esprit qui commande le corps obéit à tout ce que l'esprit va demander, alors que l'esprit est sous le contrôle de son maître blanc. Voilà ce qui s'était passé. Mais le grand problème, c'est quoi? Le grand problème est que au bout d'un certain temps, il s'est passé que le blanc a fait une évaluation. Le maître blanc a fait une évaluation. On a trouvé que bon, ça va. Nous avons notre plan, c'était tout un programme de conversion du nègre. Il faut transformer le nègre en un nègre, il faut transformer le noir en beau vieux nègre. Il faut qu'il y ait une soumission totale à 100%. Au bout de cet exercice, au bout d'un siècle par exemple, on donne un exemple. Quels sont les résultats? Je donne un exemple, il avait 1000 nègres. Est-ce que nous avons fait 1000 bons vieux nègres? Non, on a fait 900 beaux vieux nègres. Le résultat, c'est déjà fameux. 90%, 90% des résultats, des bons résultats. À l'école, à l'université, c'est la grande distinction. Une très grande distinction. Il a de quoi se réjouir. Mais pourquoi on ne se réjouissait pas? On ne se réjouissait pas simplement parce que le nègre, le maître blanc voulait faire 100%. Il ne voulait pas faire 90%. Et vous savez, le dominateur n'a pas besoin d'échec. Le dominateur, lorsqu'il perd même 1%, c'est un échec pour lui. Il se demande, bon, il avait 100 nègres marrons. Nous avons tué 60 nègres marrons. Mais pourquoi il en reste encore 40? Malgré toutes les punitions qu'on leur inflige, malgré tout le traitement cruel, mais pourquoi ils ne changent pas? Pourquoi on n'arrive pas à les amadouer? Pourquoi on n'arrive pas à les subjuguer? Pourquoi on n'arrive pas à les dompter totalement? On ne les dompte pas totalement parce qu'il y a toujours des rebelles. Mais les rebelles, on leur inflige les plus graves cruels, le plus grave traitement, du moins les traitements les plus cruels. Mais pourquoi on n'arrive pas?
c'est qu'ils trouvent que non, nous avons utilisé le hard power. Comme il est écrit dans la Bible que le fer aiguise le fer, cela a démontré ses limites. À force de maltraiter ces nègres, ils se radicalisent davantage parce qu'ils savent très bien que ce que nous leur infligeons est inhumain et qu'il y en a qui sont totalement acquis, alors qu'on a complètement amadoué, qu'on a complètement dompté. Ils se coucheront, ils ont eu une obéissance des cadavres, ils ne diront absolument rien, mais les autres qui ont encore de la conscience, on ne pourra pas étouffer toute la conscience chez les nègres. Ils savent que le traitement est mauvais et ils lutteront. Et à force qu'on est en train de le maltraiter, ça va les radicaliser. On a utilisé le hard power. Le hard power, c'est le pouvoir de la force. Et le pouvoir de la force a aiguisé encore leur détermination à aller de l'avant, à utiliser la force. Un jour, ils finiront par se rebeller. Parce qu'il faut ouvrir une parenthèse. Il y a eu une révolte des esclaves au Brésil. Il y a eu beaucoup de révoltes des esclaves. Même en Haïti, l'indépendance de l'Haïti, c'est la révolte des nègres marrons. Le Toussaint Louverture, le Dessalines et tout le monde, ce sont des gens qui se sont rébellés. Ils étaient totalement couchés. Et lorsqu'ils se sont rébellés, ils disent non, en tout cas, il faut combattre, il faut se libérer. C'est aussi là, de la même façon, craignant que les nègres marrons, vous savez, il y a tout un proverbe chez nous, on dit le palmier. Hein? À force qu'on le coupe, ça grandit. À force qu'on le coupe, ça grandit. Et c'était aussi la même chose. Les nègres marrons devenaient de plus en plus nombreux et ils convertissaient de plus en plus de bons vieux nègres. Parce que le bon vieux nègre, après tout, il disait, mais je me suis totalement couché pour éviter le châtiment. Je fais tout ce que le maître blanc fait. Je ne suis même pas une menace. Mais pourquoi lorsqu'un nègre marron fait sa fugue, on me fouette? Mais après tout, voyons les choses. Moi qui accepte le châtiment, c'est moi qui suis lâche? Ça, ils sont des courageux. Dans ce cas, moi aussi, je deviens courageux. Voyez comment est-ce que le nègre marron arrivait à radicaliser les autres et à recruter. Et le blanc, on dit, à force d'appliquer le hard power, nous sommes en train de perdre la bataille. Il faut changer de stratégie. Maintenant, au lieu de forcer le nègre marron, nous allons recourir au soft power. Au soft power, c'est un pouvoir doux. Ce sont des chaînes douces. Et en quoi consiste le soft power? Le maître blanc a dit, à force de maltraiter le nègre marron, on finira par lui donner une certaine légitimité parce qu'il passe pour le 1 euro auprès des autres nègres blancs. Et puis, il va réveiller des velléités, des révoltes qui sont dormées dans d'autres nègres marrons en devenir. Et pour casser cet élan, tirons une petite couche de nègres. Nous allons tirer une petite couche de nègres que nous allons élever par rapport aux autres. Parce que avant cela, essayez un peu de souligner un fait. Avant cela, et pendant tout ce temps, il n'y avait que deux classes. Il y avait le maître blanc qui était au-dessus, et en dessous, c'était les nègres. Tous étaient soumis au traitement cruel, ils étaient dans la boue, ils étaient maltraités, ils n'avaient pas droit à grand-chose. Ils étaient simplement comme des animaux. À la seule différence, c'est que certains s'étaient complètement couchés et les autres se rebellaient. Mais maintenant, le blanc a dit qu'il faut créer une troisième classe. Ça ne sera pas une classe moyenne comme ce que nous disons aujourd'hui dans le cours d'économie. Non, 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 non. C'est juste une petite catégorie de privilégiés. On prend des nègres, on leur donne quelques petits privilèges, mais on fixe des limites. On sait très bien que ça ne sera pas des blancs. Ils n'auront pas le statut de blanc. Ils ne mangeront pas à la table du maître. Ils mangeront peut-être à la cuisine. Et ils sont toujours soumis au châtiment lorsqu'ils essaient un peu de déraper. Ils n'ont pas le droit de toucher à la femme blanche. Ils n'ont pas le droit de se prévaloir à une certaine liberté. Ils ne sont pas libres. Mais ils sont dans le domaine, ils travaillent moins, on leur inflige presque plus de sanctions, ils sont bien habillés, on leur donne quelques privilèges, parfois on en fait des contremaîtres, on les élève même au-dessus des noirs, de façon à susciter l'admiration des autres nègres. Il devient comme un modèle de réussite. Mais il est modèle de réussite pas pour le noir, mais il est le modèle de réussite pour servir la cause du maître. Pourquoi on l'a élevé? Pourquoi on lui a donné ces privilèges? C'est pour le renvoyer dans l'étable,
pour le renvoyer chez les nègres. Ce sont eux maintenant qui vont servir des contre-discours. Là où les nègres marrons radicalisaient les gens en disant rébellons-nous, il faut nous révolter parce qu'il faut nous libérer. Lui, il viendra leur dire, ne vous révoltez pas. Couchez-vous encore davantage. Regardez-moi, moi je me suis couché et le maître a eu pitié de moi. Voilà ce qu'il m'a fait. Vous voyez, il n'y a pas de différence. Il y a une différence là, vous voyez. Vous ne m'enviez pas. Moi je vis bien. J'ai accès à certains plats que vous n'avez pas. Moi je peux entrer dans la maison du maître, aller me courber et puis faire ceci. Voilà. Moi je me suis. Il m'a un peu élevé. Vous voyez. Si vous vous rébellez, vous allez finir comme les nègres marrons. Ce sont des gens qui vivent une vie de bohème, ils ne mangent pas très bien, ils dorment à la belle étoile. Lorsqu'on les capture, on le tue, on le fait ceci. Vous voulez finir comme eux? Non, ne vous révoltez pas. Couchez-vous, soumettez-vous comme des aveugles et le maître va vous élever. À partir de ce contre-discours, qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé que les nègres marrons avaient maintenant du mal à faire passer leur discours. Qui pouvait les suivre? Alors que les nègres, les bons vieux nègres, il suffisait de se coucher, rêver de devenir comme les nègres des services. C'est ce qu'on appelle diviser pour mieux régner. Le maître a dit que je vais transformer, je vais simplement déplacer la bataille que moi je mène contre le nègre en utilisant d'autres nègres. Donc, je vais amener d'autres nègres à aller combattre les nègres. Comme ça, ils vont me servir. L'objectif, c'était quoi? L'objectif, c'était que les bons vieux nègres, ils resteront ce qu'ils sont, toujours dans la boue. Ils ne grandiront pas, ils resteront là. Et le nègre des services, le nègre qu'on a essayé d'élever là, on les appelle les nègres des services. Leur rôle, c'est d'étouffer la révolte. C'est d'endormir le peuple. C'est de leur faire miroiter de fausses promesses. Le bon vieux nègre ne deviendra jamais nègre de service. Il vivra toujours dans la misère, il sera toujours persécuté et il est là. Le bon vieux nègre, le nègre de service, son rôle, c'est de le maintenir dans cet état, de l'endormir, de l'enfumer pour qu'il n'écoute pas les discours du nègre marron. Et il aura aussi tendance à reconvertir d'autres nègres marrons. Parce qu'il y aura d'autres nègres marrons d'esprit fragile, esprit faible, qui diront, mais j'en ai assez de me rebeller, en tout cas, c'est mieux de me coucher toujours, c'est toujours avantageux, si je me couche, le maître aura peut-être pitié de moi, il va m'élever. Et comme ça, la révolte va s'étouffer d'elle-même. C'est comme ça que nous vivons. Et c'est ce qui s'était passé. Justement, pour essayer de récapituler, nous avons vu que le système de domination et d'écrasement a fini par asservir les esprits. Et le noir, à force de vivre dans le drame, a fini par accepter, intérioriser que le blanc est supérieur à lui, lui n'est rien, et que le maître peut lui faire tout ce qu'il veut. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose est que, finalement, comme les fers aiguisent toujours les fers, la dignité étant une valeur intrinsèque inhérente à l'homme, à l'être humain, il y a des nègres marrons qui n'ont pas voulu se coucher, ils ont voulu se libérer. Et c'est un mouvement de libération, tous les peuples se sont libérés comme ça. Spartacus, c'était un nègre marron, et tout le monde, c'était un nègre marron. Les révolutionnaires américains, c'était des nègres marrons. Les révolutionnaires français, c'était des nègres marrons. Et la révolte finit toujours, commence toujours par l'opposition à un mauvais système, et la prise des actions pour se libérer. Et le maître blanc a compris que lorsque nous voulons contraindre ces noirs, le combattre, les écraser par la force, nous n'arrivons pas. Nous utilisons maintenant une méthode beaucoup plus subtile, des chaînes invisibles mais qui existent. Nous allons opposer les noirs de façon à ce que nous allons tirer, nous allons agiter un petit groupe de noirs, nous allons leur accorder des petits privilèges et ce sont ceux-là qui deviendront maintenant nos prosélytes, qui deviendront nos gagneurs d'âme. Ils vont étouffer cette révolte, ce qui fera que les noirs resteront là, dans le même groupe, ils sont toujours esclaves, avec leurs trois classes, les nègres marrons, les nègres de service et les bons vieux nègres, ils ne seront jamais le maître, l'esclavage continuera. Si l'esclavage a continué, c'est à cause du noir qui a étouffé l'œuvre du noir aussi. C'est comme ça
que ça se passe dans la vie. Et dans la troisième partie, nous allons voir maintenant. Aujourd'hui, il faut quand même le dire. L'esclavage en France a été définitivement aboli en 1848 avec la deuxième République, la Révolution de 48. On a vraiment aboli l'esclavage. En Amérique, on a proclamé l'affranchissement, la déclaration d'émancipation de tous les Noirs en 1863. C'est pendant la guerre civile. Et c'est en 1866 qu'on a voté la loi pour abolir totalement l'esclavage. Par après, bien entendu, il y a eu des mouvements comme le Ku Klux Klan et la ségrégation et tout, mais l'esclavage était aboli. Et aujourd'hui, il n'y a plus d'Américains, qu'ils soient noirs ou blancs, personne ne se promène avec des chaînes parce qu'il est esclave. L'esclavage n'est plus vraiment pratique, mais l'esclavage est resté dans l'esprit. Et c'est ce que nous allons voir dans la troisième partie, les trois nègres. Je précise encore, ce n'est pas une question des blancs et des noirs, non. J'ai parlé de l'esclavage de la traite des noirs parce que le maître, c'était vraiment des blancs et les esclaves, c'était vraiment des noirs, des nègres. Mais aujourd'hui, les maîtres, ce ne sont plus forcément des blancs. Les maîtres, il y a des blancs, des noirs, des asiatiques, des arabes, des peaux rouges, tout ce qui développe un système de domination, tout ce qui veut écraser, exploiter les autres. Et les noirs aussi, les nègres et les esclaves, il y en a de toutes les couleurs, de toutes les races. Les noirs, les blancs, les asiatiques, les arabes, les peaux rouges, toute une grande foule qui est écrasée, qui est dominée. Et c'est ce que nous allons voir dans la troisième partie, intitulée « Les esclavages, les trois nègres modernes ». Les trois nègres, la philosophie de Mopanga Boyokani. Tu sais, mon pote, je déteste ce gars-là qui forge des chaînes pour attacher les autres, mais je suis plus furax envers ceux qui leur offrent gentiment leur poignet. Parce que le méchant ne sont que des salauds qui ne pensent qu'à écrire des horribles scénarios de vie pour les autres, et que ceux qui consentent à jouer ces malheureux rôles enterrinent leur rêve de faire de ce monde un océan de pleurs et de lamentations. Et en le voyant accepter des castings aussi cauchemardesques, je me dis toujours, mon Dieu, où trouve-t-il assez de ressources pour s'accommoder à de tels enfers?